Rentrer dans le vif du sujet, au sens où aujourd'hui on a autour de la table un certain nombre de partenaires des employeurs qui peuvent intervenir aux côtés des agents qui ont un handicap et qui ont besoin d'un accompagnement spécifique. Donc, et on a également autour de la table exploré dans nos réunions préparatoires et on s'est penché sur la manière dont pouvaient aussi fonctionner d'autres organisations que celles de l'emploi, notamment avec le Clubhouse, dont on pourra parler tout à l'heure, et également avec l'émergence de ce nouveau métier dont Stéphane nous parlera tout à l'heure, qui est la paire aidance. Donc déjà Claudie, donc, pour commencer avec toi, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'emploi accompagné, puisqu'on en a entendu parler ce matin, et donc ce serait intéressant. Voilà, on te donne. Bonjour. L'emploi accompagné, en fait, c'est une méthodologie qui permet, une méthodologie d'appui qui permet de faciliter l'insertion et le maintien en emploi. Je persiste avec ce terme mais je vais m'arranger pour le changer un peu. Je comprends tout à fait, cela dit, de personnes qui sont fragilisées et en situation de handicap, en tout cas jusqu'à présent, puisqu'on peut élargir dans certains pays à plus de public. Il y a une contrainte, il faut que la personne ait une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à ce jour, en 2024, mais on va voir que ça va peut-être évoluer aussi cet aspect-là. Donc nous sommes organisés en France en plateforme. Il y a une plateforme d'emploi accompagné par département. Et les personnes doivent, pour en bénéficier, habiter le département. Donc l'entreprise peut être à Paris. Si la personne habite le 92, elle viendra, c'est nous qui porterons son accompagnement. Les orientations, elles sont faites par la MDPH, comme on l'a dit, Maison départementale des personnes handicapées, mais aussi par le service public de l'emploi, qui peut donc orienter les personnes sur le parcours. Et on détermine ensemble, avec les partenaires de la plateforme, si la situation, on va dire en général, problématique de la personne, enfin qui pose problème surtout à elle, on va dire, et correspond au dispositif d'emploi accompagné, enfin aux plateformes d'emploi accompagné. Nous ne sommes pas un service d'urgence, nous ne pouvons pas fonctionner en urgence, on peut étudier, recevoir les demandes, mais il faudra que nous passions par la plateforme. Et principalement, quand les personnes sont en emploi, on passe par le Cap Emploi, qui va, elle, faire une étude de la situation et on va retravailler ensemble avec les deux structures parce que, quelquefois, toutes les personnes... Alors, il faut dire aussi qu'on a deux types de personnes. On a les personnes qui travaillent, déjà, ou encore, super, et puis il y a celles qui cherchent du travail. Donc on a deux publics différents, mais on va faire tout l'accompagnement du départ, c'est-à-dire de l'analyse, du travail sur le projet, quel qu'il soit. On parle de la personne, du désir de la personne, de la recherche d'emploi, si elle est partante, évidemment. Et ensuite, quand le poste est trouvé, on continue notre travail au sein de l'entreprise. Si la personne, toujours pareil, est d'accord, et l'entreprise aussi, et là on passe dans une alliance tripartite entre l'entreprise, la personne et nous pour un job coach. On appelle ça un job coach, mais ça peut aussi s'appeler... Maintenant, la définition, c'est le conseiller en emploi accompagné, pour avoir une uniformité aussi entre dispositifs d'emploi accompagné, puisqu'il faut savoir quand même, par plateforme, que les gens déménagent et que donc on va faire le lien avec le nouveau département dans lequel la personne pourra partir. Et ça, c'est important aussi. On est là tout le long du parcours. Quelles que soient, on va dire, les embûches entre guillemets, parce qu'on va pas parler on va pas que travailler sur la sphère travail, on va faire, ou comme je reprendrai d'ailleurs ce qui a été dit avant, la sphère travail, ça comprend aussi la santé, les soins, le social et tout ça. L'environnement. Et donc c'est sans limite de temps.
Sans limite de temps, exactement. Selon les besoins aujourd'hui. Voilà, et en fonction des besoins, et ça peut, la personne décide quand elle en a besoin et quand on n'en a pas besoin. Alors après, la complexité de la plateforme, ça veut dire qu'il n'y a pas toujours, c'est limité. On n'a pas un nombre illimité de personnes par département, et ça change. Et donc, si elle veut revenir à un moment, il faudra, à ce jour en tout cas, qu'elle réactive, qu'elle repasse par le circuit, si elle est en emploi du Cap Emploi, si elle a Pôle Emploi, au SP, enfin France Travail ou Mission Locale, il faudra qu'elle refasse le circuit. C'est un peu le bémol aujourd'hui parce que, par exemple, sur le 92, on a 170 places, on va dire, et comme c'est en temps limité, ça ne dure pas 6 mois. Donc, automatiquement, il y a des gens qui vont attendre. Donc, on essaie de trouver des solutions alternatives pour l'instant pour gérer cette attente avec le SPE en général. Ok, merci. Donc, on se comprend. Donc, c'est l'emploi accompagné intervient à la fois au niveau individuel auprès de la personne et aussi au niveau du collectif, si la personne est d'accord avec son autorisation. Donc, vous avez à la fois un pied dans l'emploi, mais pas toujours. Mais en tout cas, dans certains schémas, vous pouvez intervenir directement dans les services avec les personnes. Complètement. Ça fait partie même. C'est l'origine du dispositif, de la plateforme, on va dire dispositif parce que c'est l'origine, je peux en parler comme ça. D'abord, c'est très récent parce qu'on est sur 2016-2017, donc on n'est pas non plus, ça fait pas 25 ans qu'on fait ce genre de choses. Ce dispositif a été constitué, cependant il y a un historique, il y a des associations qui faisaient déjà de l'insertion professionnelle et du maintien en emploi. Voilà, ça a toujours existé. Cependant, là, ça se construit aussi. Alors, l'intégration dans l'entreprise, bien sûr, c'est indispensable parce que si on parle d'accompagnement, c'est un appui et qu'il est dans le temps, c'est pour des personnes fragilisées. C'est pas tous les types, on va dire, de personnes en situation de handicap. Il y a des personnes qui se débrouillent très bien et on va dire que 80% des personnes en situation de handicap qui sont au travail n'ont pas besoin d'aménagement. Il faut aussi reconnaître ça. Donc, sur le handicap psychique, c'est un peu particulier. C'est que s'il existe, c'est qu'on sait qu'on en a besoin à des moments. Souvent, quand on lance l'emploi, quand on est sur un positionnement, parce qu'il faut que tout le monde comprenne l'enjeu. C'est-à-dire que la personne comprenne la culture de l'entreprise, ses règles, ses modes, parce que c'est important si elle va en entreprise en milieu ordinaire, parce que là, on parle du milieu ordinaire. Et l'entreprise comprenne aussi comment fonctionne la personne, peut-être un peu différemment, mais pas tant que ça, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, on parle des conditions de travail. Moi, j'aborde toujours le sujet des conditions de travail. Une personne rentre en emploi, quelles conditions de travail elle a besoin? Est-ce que le poste est clairement donné? Est-ce qu'on va faire des formations? Est-ce qu'on répond? Il n'y a pas à avoir plus d'exigences parce que la personne a un statut de travail handicapé. Alors, quelquefois, on a l'impression il y a beaucoup de peur autour et nous, on va travailler sur la déstigmatisation, les stéréotypes et les personnes accompagnées doivent être, c'est comme ça qu'on appelle les personnes les dispositifs, doivent être, elles sont au centre, c'est-à-dire qu'on doit les écouter. Quand elles disent je veux pas faire ça, c'est pas parce qu'elles n'ont pas envie de le faire, c'est pas un caprice, c'est parce qu'elles ne se sentent pas en capacité. Donc il faut essayer d'expliquer, de savoir pourquoi, d'analyser et puis de mettre les moyens autour, humains, organisationnels, quelquefois techniques, parce que sur le handicap psychique, ce que j'avais dit, c'est qu'on pense jamais aux aménagements techniques, c'est-à-dire un bon fauteuil, faire attention à la lumière, la sensibilisation, la sensibilité, de pas être dans un... parce qu'il y a beaucoup d'open space, parce qu'économiquement c'est effectivement peut-être plus facile, sauf que certains de nos publics, en open space, c'est la fin. Donc il faut repositionner, et vous avez des gens, quand vous arrivez dans un système, dans une organisation, et que monsieur truc, il aime bien être à côté de la fenêtre, mais il a zéro problème, va falloir travailler sur peut-être des aménagements qui ne coûteront pas grand-chose, mais de la discussion, de l'explication, et on travaille essentiellement sur la communication. C'est ce qui manque, mais je dirais que ça ne manque pas que par rapport aux personnes en situation de handicap, ça manque d'une façon générale, et quelquefois les freins, ils vont être là, c'est-à-dire que là, on va mettre le doigt sur des conditions de travail qui ne sont peut-être pas top pour tout le monde, et là, avec le handicap, on va dire, oui, mais il faut faire attention. Sauf que le collègue d'à côté, lui, ça fait 10 ans qu'il est assis sur une chaise, et là, on va venir avec le super aménagement. Donc, il faut aussi faire attention au collectif de travail, et le job coach, ou le conseiller en emploi accompagné, il fait attention à tout ça, et c'est pour ça que c'est long. Et pour les managers, parce que je boucle, parce qu'on est limité, il faut surtout, dès que vous voyez le plus petit commencement de choses qui dysfonctionnent, des retards, des petites choses comme ça,
appelez le dispositif l'emploi accompagné, enfin la plateforme, si on est déjà dans la place. N'ayez pas peur, ça ne vous prendra pas de temps. Bien sûr, en apparence, ça vous prend du temps, évidemment. Mais sur la longueur, même sur un moyen terme, on va faire une partie du travail que vous n'avez pas le temps de faire et on va vous former, on va fermer le référent. Parce qu'on veut nommer un référent de proximité auprès de la personne pour qu'il soit une personne ressource pour la personne, mais aussi pour les équipes. Et on fait de la sensi. Merci. C'était un peu long, mais ça va. Non, Claudie, juste pour continuer, et un peu plus rapidement peut-être, oui. Les conditions pour que ça fonctionne. C'est ça, la rapidité d'intervention, ne pas éviter... Enfin voilà. Le médecin du travail, très très important qu'il soit dans la boucle, même si c'est pas facile, on insiste, ou l'infirmière, voilà. Et puis, voilà, prendre le temps, trouver des outils et les construire ensemble. Et puis aussi aller chercher des expériences qui ont fonctionné. Ça, c'est un des thèmes très importants, je trouve. Comme disait monsieur de santé mentale, je ne m'en rappelle plus. Voilà, Jean-Philippe. Il y a des gens qui ont réussi et aussi faire attention. Ce qu'aujourd'hui est vrai, après-demain n'est peut-être plus vrai, parce que le changement organisationnel, il faut en tenir compte aussi pour les handicapés, pour les personnes en situation de handicap psychique. C'est déterminant de bien préparer si vous savez déjà qu'il y a des changements qui vont être à venir. Très bien, merci Claudie. Je suis désolée d'avoir mis de la pression. Frédéric, donc on a un autre dispositif donc, qui s'appelle les prestations d'appui spécifiques, d'ailleurs qui va changer de nom aussi. Alors on peut se tromper aujourd'hui, je m'autorise, même si mon chef, pas mon chef d'ailleurs, mon client, le FIP me regarde avec des gros yeux. Frédéric, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est une PAS ? Oui, alors bonjour. Les prestations d'appui spécifiques sont des dispositifs qui sont financés par l'AGFIP et le FIP, qui existent depuis très longtemps. Hein. La première fois que Harim a contractualisé avec l'AGFIP, c'était 1995, pour mettre en place ces dispositifs d'accompagnement vers et dans l'emploi. La particularité de ces dispositifs, c'est qu'effectivement, chaque prestation a un objectif particulier, un nombre d'heures, a donc un début et une fin. Il s'articule dans des dispositifs déjà existants. On a effectivement une liste de prescripteurs agréés, notamment les dispositifs publics de l'emploi, qui sont quand même les référents de parcours, notamment pour les personnes qui sont en recherche d'emploi et puis bien évidemment pour tous ceux qui sont déjà en poste. Et notre propos est d'apporter une expertise à un moment du parcours de la personne. Donc ça peut être très tôt, mais ça peut être aussi en cours d'emploi, c'est ce que je vous disais, et d'apporter une expertise sur quelles sont finalement les répercussions de la situation de handicap sur la situation d'emploi. Donc nos équipes sont des équipes pluridisciplinaires, avec des médecins psychiatres, des psychologues, nous aussi on a des coachs, et qui effectivement vont aider la personne à identifier là où elle fonctionne bien, les conditions qui lui permettent de déployer ses compétences, et quand elle n'a pas développé encore toutes ses ressources, de l'aider à les découvrir et à trouver des modes de compensation. Alors nos actions s'adressent bien évidemment aux personnes, mais également à nos partenaires, qui encore une fois sont des opérateurs qui sont les référents des parcours, et puis aux employeurs, comme dans le cadre de l'emploi accompagné, on va pouvoir accompagner des managers, des collectifs autour des questions de compensation. Merci Frédéric. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se déroule concrètement ? Alors concrètement, on va avoir un temps d'étude de situation qui sera un petit peu différente selon qu'on va accompagner des demandeurs d'emploi ou des salariés. Dans le cadre de personnes qui sont déjà en emploi, on fonctionnera avec un principe d'audit de situation qui est un temps d'évaluation auprès de la personne, mais également auprès de ses interlocuteurs dans l'entreprise, de la situation et de là où se situent les problématiques. Et puis ensuite, on va déterminer, en fonction de chaque situation, le type d'action qu'il va nous falloir construire dans le cadre de ces prestations. Donc, on a des demandes qui sont très concrètement d'éclairer si le handicap psychique est prégnant dans les problématiques liées à l'emploi. Claudie rappelait les conditions de travail, mais on a des personnes qui parfois ont d'autres pathologies. L'enjeu est de savoir quelle est la pathologie qui est la plus invalidante par rapport à la situation de travail, pour
du coup proposer des aménagements qui conviennent. On va avoir des prestations d'évaluation, véritablement, pour qu'on puisse aider les personnes à identifier comment elles fonctionnent au regard de leur capacité psychique. Et puis on a des prestations qui nous permettent d'évaluer les compensations qui sont nécessaires, et on a des prestations pour les employeurs, clairement, pour éviter les situations de rupture. Et sur les types de solutions qu'on arrive à mettre de compensation, c'est quel genre? Alors on a plusieurs types de compensations, bien évidemment, des compensations techniques, des compensations organisationnelles. Ça a déjà été évoqué, c'est important, l'organisation du travail, la question des horaires, qui est souvent assez problématique, la question des pauses. On a des fonctionnements professionnels qui font que, et on le voit là, on a un temps très long sans pause, ce qui demande à chacun d'avoir une capacité de concentration relativement importante. Alors là, on est dans un système qui permet que chacun de nous puisse s'évader discrètement, mais parfois, quand on est au travail, c'est plus compliqué de réussir à s'évader pendant un temps. Donc c'est vraiment important de pouvoir organiser des temps de pause, d'accepter que les gens, effectivement, aient besoin de se ressourcer. Je vous donne un détail. Clairement, on a des personnes qui nous disent, pour reprendre les conditions de travail, on travaille dans des espaces ouverts, on travaille avec beaucoup de personnes. Moi, il y a des moments où, pour me ressourcer, je vais avoir besoin de silence et peut-être pas trop de luminosité. Quelle entreprise propose ce type d'espace? Voilà, un espace dans lequel je puisse me mettre 10 minutes. Si je suis fumeur, peut-être que le fait de sortir, de prendre un peu l'air, ça va me faire beaucoup de bien, mais parfois je vais juste avoir besoin, moi, de me mettre dans un espace où j'ai plus de bruit. Voilà, ça c'est un type d'aménagement. Fractionner, je crois que ça a été évoqué aussi, fractionner les tâches. Je peux vous donner l'exemple d'une personne sur un poste administratif qui avait eu un temps d'arrêt un peu long et qui, à son retour, quand elle est arrivée dans son bureau, avait bien évidemment une pile de dossiers qui l'attendait. Fractionner cette pile de dossiers en faisant des sous-dossiers et en hiérarchisant avec elle ceux qui sont à traiter en priorité, ça va permettre de diminuer grandement la situation de stress que va générer la pile de dossiers, la culpabilité de ne pas avoir été présent et du coup de ne pas avoir pu faire son travail en temps et en heure. Donc voilà, tout ça, ce sont des petites techniques sur lesquelles on va pouvoir intervenir de manière aisée auprès de la personne et encore une fois en faisant du conseil auprès de l'employeur. Donc on est toujours dans des doubles interventions pour permettre que de part et d'autre, et je crois que vraiment ça a été souligné à plusieurs endroits et par plusieurs interventions, sont des mouvements conjoints. On ne peut pas demander seulement à un individu, mais on ne peut pas demander non plus à un collectif de pallier, surtout. Donc voilà, c'est comment on arrive à articuler un individu dans un environnement et à aider l'environnement à s'articuler avec cet individu. Merci beaucoup Frédéric. Je crois que Claudie et toi, vous aviez une expression commune qui était faire alliance. Enfin, je vous ai déjà l'une et l'autre entendu le dire. Je trouve que c'est un beau mot par rapport à ça. On l'a piqué au soin, quand même qu'on le dise. Dans le soin, on parle d'alliance thérapeutique très, très concrètement, mais on fait alliance aussi avec plusieurs personnes. Et puis, dans cette alliance, il y a quand même quelque chose d'hyper important, c'est chacun de sa place. Merci beaucoup. Donc, comme sur la première table ronde, nous avons souhaité donc faire un pas de côté et voir ce qui donc pouvait se faire en complément de l'emploi accompagné et des prestations d'appui spécifiques. Donc c'est vrai que nous avons, comme on avait fait un certain nombre de réunions préparatoires, entendu parler de la pérédance, et donc il nous a semblé assez intéressant de pouvoir bénéficier du regard du Clubhouse, donc qui est représenté par Bertrand. Et également donc de Marie-Aude qui a accepté de venir témoigner, merci. Et donc Bertrand, j'ai envie de vous poser c'est la question suivante justement parce que il y a une sorte de principe d'entraide qui fonctionne, enfin alors qu'on appelle pérédance ou pas, on va le voir, mais qui se met en place dans vos structures parce qu'il y a aujourd'hui une dizaine de clubhouse, je crois, en France. Pour quel bénéfice finalement, quel type de fonctionnement?
Bonjour à tous. Donc, le Clubhouse, Paris à l'origine, et les 10 Clubhouse qui ont été ouverts récemment sont des lieux d'accueil de jour qui vont avoir pour spécificité d'être non médicalisés. On a aussi comme avantage entre guillemets de ne pas être sectorisé, c'est-à-dire que n'importe qui peut les fréquenter indépendamment des secteurs et qu'on n'a pas besoin d'orientation de la MDPH ou autre. Le seul critère, c'est effectivement d'avoir connu un épisode psychique et d'être suivi par un médecin psychiatre. Donc au sein de l'association, la paire aidance fonctionne à travers ce qu'on appelle la cogestion, c'est-à-dire que l'idée c'est d'être dans l'agir, d'être dans le faire avec ses pairs pour se rétablir. On va avoir 3 axes qui vont être rompre l'isolement social, pérenniser le rétablissement et accompagner vers l'insertion sociale et professionnelle. Chaque membre choisit de venir au club selon le rythme dont il a envie et dont il va avoir besoin. Une personne peut fréquenter l'association 10 minutes par jour, tous les jours de la semaine, ne pas venir pendant plusieurs semaines. C'est lui qui choisit son parcours de rétablissement. De la même manière, sur les 3 axes que j'ai évoqués, il pourra la fréquenter soit pour agir sur son environnement social, soit pour être accompagné sur l'emploi, et y compris dans l'emploi, puisqu'on propose aussi ce genre de prestations. Et tout va se faire dans une logique collective. L'idée, ça va vraiment être pour les personnes de reconstruire une estime de soi, de reconquérir ce qui a pu être altéré par le trouble, et à son rythme, de retourner progressivement, si c'est son souhait, encore une fois, vers l'emploi. Encore une fois, au Clubhouse, il y a la temporalité de la personne qui est accueillie. On parle de membres et pas de patients. Et l'idée, c'est vraiment que chacun puisse aller à son propre temps. On préfère avancer petit à petit, de manière pérenne et sécure pour la personne, plutôt que d'imposer un rythme qui risquerait à terme de la mettre en danger. Pour vous illustrer ça, un parcours emploi, par exemple, après le rétablissement au Clubhouse Paris, je suis à Paris, donc là j'abuse un peu sur Paris, mais ça peut prendre quelques mois, comme ça peut prendre plusieurs années. Dans tous les cas, la personne est accueillie et accompagnée sans aucune limite de temps. J'aimais bien quand vous disiez aussi que l'échec n'existe pas. Oui, effectivement, on va avoir une position qui fait que dans ce qu'on appelle la cogestion, c'est-à-dire faire toutes les tâches du quotidien, que ce soit préparer le repas pour 40 personnes, organiser des ateliers communication, la levée de fonds pour l'association, chaque personne peut participer à toutes les activités indépendamment soit de son trouble, soit de son handicap, ou éventuellement de son niveau de compétence. Systématiquement, on va se mettre au niveau de la personne pour pouvoir l'accompagner et essayer de monter progressivement en compétence. Et dans la paire aidance, ça a un rôle extrêmement important, puisque des membres qui vont être accueillis, au bout de quelques mois, vont se trouver en situation de transmettre à leur pair toutes les compétences qu'ils auront pu acquérir, et surtout au travers de leur parcours montrer que effectivement pour des gens qui peuvent arriver dans l'association avec tout simplement des espoirs qui sont un peu brisés, et bien que voilà, après quelques années eux aussi sont passés par là, et même s'ils ne l'imaginaient pas à l'époque, en fait ont peut-être pu retrouver un équilibre, que ce soit affectif, que ce soit social, et ont parfois pu, alors que jamais ils ne l'auraient imaginé, rejoindre le monde du travail, y compris en milieu ordinaire. Merci Bertrand. Alors vous êtes accompagné donc de Marie-Aude, que j'ai présentée, donc membre du Clubhouse depuis 8 ans. Marie-Aude, j'aimerais que vous puissiez évoquer votre parcours et l'importance peut-être d'avoir trouvé ce lieu du Clubhouse où on parle d'entraide. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors moi, si je suis membre du Clubhouse, ça veut dire que je suis une personne concernée, forcément, sinon je ne serais pas membre. Moi, j'ai travaillé et dans le privé et dans le public. Et en fait, ça a été, à chaque fois que la maladie est revenue, ça a été assez compliqué. C'était il y a longtemps, enfin non, c'était aussi récemment, mais en tous les cas, quand ça a été compliqué, c'était il y a longtemps. Et tout ce que j'ai entendu ce matin, là, les emplois accompagnés, tout ça, ça n'existait absolument pas. Donc, je me suis retrouvée très très seule face à mes difficultés. Personne pour voir comment on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, adapter le poste, tout ça, c'était zéro. Donc, difficile. Et puis, en fait, heureusement, un jour, j'étais malade, je regardais la télé et j'ai entendu parler du Clubhouse. Et là, la personne qui témoignait ce jour-là, je me suis dit, c'est vraiment ce qu'il me faut, parce que je côtoyais à l'époque d'autres structures de soins, mais médicalisées, et j'en avais
ras-le-bol. J'en pouvais plus de ces structures-là. Et du coup, j'ai frappé à la porte du Clubhouse, c'était il y a 8 ans. Et vraiment, ça a été extraordinaire pour moi de voir ce lieu non médicalisé, j'insiste, on l'a dit, Bertrand l'a bien dit, mais ce lieu d'entraide où quand je suis arrivée, effectivement, j'avais plus de projet professionnel, moi, de mon côté. Je savais pas trop ce que j'allais faire, je savais pas trop ce que j'allais devenir. Et puis, de fil en aiguille, en voyant les uns et les autres faire un stage à droite, avoir un CDD quelque part, ou voir un CDI, je me suis dit, mais finalement, pourquoi pas moi? Et donc, ça m'a donné vraiment envie de revenir vers l'emploi. Donc parce que quand on est membre du Clubhouse, on a un salarié qui est notre référent. Et avec cette référente de l'époque, on a refait mon CV, on a rediscuté d'un projet professionnel. Et puis finalement, j'ai retrouvé un poste assez rapidement. Et c'est comme ça que les choses se sont mises en place. Et maintenant, enfin, c'est vrai que le Clubhouse, je continue à y aller régulièrement. Ça m'apporte énormément. En fait, oui, la paire et danse, on la pratique vraiment au quotidien. Comme dit Bertrand, un ancien va, entre guillemets, former un nouveau, mais j'aime pas le mot former, mais va montrer au nouveau comment on fait les mails, comment on gère l'accueil, comment on fait la compta, comment on fait la vaisselle aussi, comment on prépare un repas. Voilà, tout ça, c'est des petites tâches. Ou si quelqu'un est hospitalisé, on va lui rendre visite. C'est une forme de paire et danse aussi, où on lui envoie une carte postale. Enfin, on fait beaucoup de choses comme ça. Et puis, voilà, enfin, c'est ça que je voulais dire. Et on fait aussi, et ça c'est un point que je trouve extraordinaire au Clubhouse, on fait beaucoup de sensibilisation à l'extérieur du Clubhouse. On va dans les entreprises, on va dans le milieu professionnel, pour parler du handicap psychique, parler de la santé mentale, qui est vraiment beaucoup trop tabou encore aujourd'hui, mais ça a été largement dit ce matin. Et je trouve que les médias, en plus, vous le savez tous, en rajoutent une couche en stigmatisant à fond. Donc on n'est pas forcément très aidé là-dedans. Et clairement, les sensibilisations qu'on fait auprès des entreprises, c'est très important. On les fait toujours, nous, membres, on est toujours participants à ces sensibilisations-là. Donc, c'est pas seulement des salariés qui vont faire un discours très théorique. Il y a aussi notre témoignage qui est important pour que les salariés ou les RH ou les managers puissent entendre ce que c'est qu'un trouble psy et comprendre la réalité qu'on est en train de vivre ou qu'on a vécu dans notre parcours. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? J'ai mes antisèches. Non, mais je crois que c'était ce que je voulais dire essentiellement. Merci beaucoup. Merci Mario. Alors, on a regardé évidemment ce que faisait le Clubhouse, mais on s'est aussi penché, même si on sait qu'on a un peu de retard au niveau de l'emploi et de l'insertion, sur ce que peuvent faire les employeurs publics. Et on a eu l'occasion, alors, de nombreuses reprises, de se rencontrer Mélanie à la ville de Paris, puisque vous avez labellisé un dispositif interne de paire et danse. et donc c'était intéressant de pouvoir creuser avec vous, que vous puissiez un peu exposer ce matin d'où cette idée vous êtes venue, et puis quelle forme cela a pu prendre. Oui, alors effectivement, on expérimente depuis 2020, sortie du Covid, et 2021 jusqu'à aujourd'hui, une forme de paire et danse entre agents en situation de handicap au sein de la ville de Paris. L'idée a émergé des agents. Ce sont eux qui sont venus nous la demander sous différentes formes, de manière plus ou moins professionnelle, plus ou moins formée, mais en tout cas, c'est revenu. Et on a démarré une première expérimentation auprès d'agents de la DRH qui étaient volontaires, avec un prestataire, donc spécialiste de la paire et danse, une personne elle-même en situation de handicap, bien sûr, puisque c'est le principe, et qui accompagnait en fait le groupe. Et la deuxième expérimentation qu'on a faite, qui est encore en cours au sein de la direction des finances et des achats,
Donc une direction dans laquelle la santé mentale n'est pas le maître mot, hein, voilà, qui avait bien besoin d'un groupe de père aidance, et surtout la responsable du service facturation est elle-même en situation de handicap et formée à la père aidance. Alors j'ai noté parce que je n'arrive pas à retenir sa formation. Elle a un DU en éducation thérapeutique du patient et elle est parent ressource dans des séjours pour parents d'enfants en situation de handicap. Donc elle a déjà une grosse expérience de ça et elle s'est proposée pour animer la père aidance au sein de cette direction. En fait, le modèle, alors qui est pas labellisé, hein, mais qu'on a souhaité déployer au sein de la ville de Paris lors des 2 expérimentations, est un petit peu double. On lance des binômes d'agents en situation de handicap. Donc là, il faut essayer de faire coïncider des attentes. Donc par exemple, un agent qui rentre dans un parcours de reconversion, qui est complètement perdu, inquiet, stressé, et qui a son handicap qui s'aggrave, voilà, qui est dans une situation difficile, et un agent qui a réussi sa reconversion depuis une dizaine d'années et qui a envie d'aider et d'aider à défricher et de montrer que c'est possible. Ça peut être aussi des agents qui auraient le même handicap, voilà, un agent aveugle qui a réussi à obtenir les aménagements techniques dont il avait besoin et qui est disposé à montrer les logiciels à un autre. Donc vous l'aurez compris, c'est tout type de handicap confondu. Donc on a ce système de binôme. Alors, on a tous l'habitude du mentorat, du tutorat. Donc on a gardé dans la communication un côté père aidant, père aidé. Mais en fait, c'est complètement artificiel parce que les deux s'entraident et c'est vraiment ce qui ressort à la fin. Et on couple ce dispositif de binôme avec des temps collectifs. Et ça, c'est vraiment très important pour nous. Et j'ai fait le retour d'expérience de la première année du dispositif à la direction des finances hier. Et clairement, c'est la partie collective qui a vraiment marché. Donc là, ce sont les agents qui décident des thématiques qui vont être traitées et qui se réunissent. Et c'est vraiment animé du coup par cette personne formée. Donc nous, au sein de l'administration, on essaye de créer l'espace et de donner les moyens à cette père aidance de se déployer, de perdurer. En tout cas, c'est vraiment un succès, c'est plébiscité par les agents. Il y a plusieurs agents qui... là, dans la dernière expérimentation, il y en avait au moins 2 dont les troubles psychiques étaient le handicap prégnant principal, voire le seul en tout cas qu'on connaisse. Et puis d'autres agents qui avaient d'autres handicaps, mais qui étaient, on va dire, j'espère que j'utilise les bons termes, dans une situation de santé mentale pas très bonne, voilà, dans une forme d'isolement, qui se sentaient rejetés par leur collectif, ou alors des personnes qui étaient, pour certaines, et c'est très exceptionnel, mais il y en avait là, dans ce groupe, en télétravail à 100%. Donc voilà, qui avaient vraiment aussi besoin de ce groupe pour partager et échanger avec les collègues. Et donc, comment ça a été perçu finalement par les personnes concernées, mais également en interne, quand vous avez voulu mettre en place ce dispositif ? Alors, en interne, je ne vous cache pas, mais vous le savez déjà, je pense, ça va complètement à rebours de nos manières de travailler dans la fonction publique, dans les administrations. Donc, chez nous, c'est pareil, il n'y a pas du tout de miracle. Juste une petite précision pour vous dire, on a lancé aussi en parallèle un dispositif de père aidance, mais entre femmes, et notamment qui était pour les femmes cadres, pareil, un petit peu à la même période. Peut-être bientôt on aura un réseau LGBT, je ne sais pas, pour le petit clin d'œil. Mais en tout cas, pour les 2 dispositifs, on entend toujours « oui, mais pourquoi quelque chose de réservé pour une communauté et puis, attendez, mais on va les laisser se parler entre eux, qu'est-ce qu'ils vont se dire ?» Et est-ce que ça ne serait pas une manière de se dédouaner ? Alors ça, c'est très important. L'idée n'est pas de se dire, voilà, les agents en situation de handicap vont trouver des solutions entre eux, et puis nous, bon, bah, voilà, la mission handicap, on peut se reposer un petit peu. Donc, en tout cas, on a vraiment mis du temps à convaincre la direction, et clairement, le soutien au plus haut niveau est totalement nécessaire pour la réussite d'un dispositif de père aidance, que ce soit réseau de femmes, réseau d'agents en situation de handicap, c'est totalement la même chose.
il y a toujours quelqu'un qui va venir dire et pourquoi on mettrait pas un homme là-dedans, quoi. Donc ça, c'est vraiment, ça va vraiment être la même chose. Après, on s'est posé tout un tas de questions qui paraissent un peu dérisoires, mais en fait qui sont structurantes, et notamment une fameuse question: est-ce que ce dispositif se déroule sur le temps de travail ou pas, qui du coup a quand même Enfin, c'est quand même intéressant de se poser la question. D'abord, peut-être que ce ne sera pas les mêmes agents qui pourront venir si ce n'est pas sur le temps de travail. En même temps, si c'est sur le temps de travail, il faut que mon chef soit au courant et d'accord. Peut-être que je dois quelque chose aussi à l'employeur si ça se déroule sur le temps de travail. Donc on doit faire des retours, ça doit être utile. Voilà. En tout cas, ça, c'est pas labellisé, on décide au cas par cas. Pour la direction des finances, c'était sur le temps de travail. Ça a fini, mais c'était pas le cas au début, ça a fini par être soutenu par la direction, donc on a réussi à le lancer. Et un autre facteur de succès qu'ils ont souligné et qui n'était pas forcément prévu au départ, c'est qu'en fait, ils se sont eux-mêmes donné pour mission de faire un événement en fait, pour la semaine pour l'emploi des personnes handicapées au mois de novembre. Et en fait, ils ont fait ça autour d'une thématique qu'ils avaient beaucoup creusée et qui est infinie, n'est-ce pas? Comment parler du handicap sur son lieu de travail ou à ses collègues et son encadrant. Et du coup, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Ils ont fait une exposition, un flyer, et surtout, et là, quand on parle de déstigmatisation, ça a vraiment du sens, ils sont allés devant la cantine 2 jours de cette semaine européenne pour l'emploi à la rencontre de leurs collègues pour échanger sur leur handicap et essayer de changer les regards. Et évidemment, ils se sont rendus compte qu'un certain nombre de collègues étaient concernés, comme on l'a dit, tout au long de cette matinée. Et peut-être juste, Estelle, j'ai fait des photocopies couleurs, ce qui a quand même été toute une aventure. Je voulais juste vous dire qu'on a travaillé avec un groupe de travail interfonction publique qui s'appelle Indicar, sur des outils en fait, qui pourraient vous aider à mettre en place la paire aidance, alors tel qu'on l'entend nous, au sein d'une administration. Donc on a fait un guide d'expérimentation, donc je vous le montre, qui est jaune, et ensuite des fiches outils. Alors là, c'est des bêtes documents Word où vous pouvez vraiment vous poser toutes les questions que nous, on s'est posées pour essayer de baliser en amont la manière dont vous allez vous lancer ou pas dans la paire aidance, et surtout de voir ce que vous devez valider, ce que vous devez évaluer et comment vous pouvez rectifier le tir au fur et à mesure. C'est vraiment des documents qu'on a fait pour tout le monde, donc n'hésitez pas, on vous les communique. Merci beaucoup, Mélanie. Je suis sûre que tu auras des demandes. Maintenant, je vais laisser la parole à Stéphane, qui est le seul père aidant autour de la table, professionnel. Donc depuis 5 ans au GHU, Stéphane. Donc c'est un métier qui est tout récent. Et j'aimerais que vous puissiez à la fois nous présenter votre parcours, mais aussi nous expliquer en quoi consiste ce métier. Alors, comme on l'a compris, donc je ne suis pas le seul père aidant, parce que tu nous as parlé de ton rôle, mais père aidant professionnel, oui. Donc on a bien compris que pour être père aidant en santé mentale, il fallait avoir des troubles psychiques, en tout cas un parcours de rétablissement, je vais dire. Moi, j'ai eu des troubles quand j'avais 20 et 25 ans, donc j'ai connu l'hospitalisation, les traitements, etc. Tout un parcours, en tout cas chacun a son parcours différent, mais moi ça s'est passé à ce moment-là. Et en fait, ce parcours, ça va être ce qui va me servir plus tard pour la paire aidance professionnelle, c'est-à-dire que ça va être mon savoir expérientiel de connaître tous les épisodes, les étapes en fait d'un rétablissement en santé mentale. Donc ça a eu lieu entre 20 et 25 ans. Ensuite, je vais la faire courte, parce que là j'ai 55 ans, donc on va pas tout faire. J'ai travaillé pendant longtemps dans les travaux publics, donc dans une entreprise privée. J'ai eu un coup de pouce au début pour travailler. J'avais pas de formation, donc j'ai fait de la formation continue. J'ai eu des possibilités de changer de poste, d'aller sur les chantiers, ensuite d'aller travailler dans les bureaux d'études, d'aller dans la communication, et puis arriver au bout d'un moment, déjà j'avais eu en fait tout ce parcours en santé mentale du fait de la stigmatisation. En fait, je n'arrivais pas du tout à revendiquer ça, et ça me manquait. Et
Et j'ai en fait écrit en fait un petit livre. J'ai fait mon Mading Out. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, MAD, ou coming out, maintenant on appelle ça Mading Out. Enfin, moi, c'est quelqu'un qui m'a soufflé le terme. Je trouvais ça pas mal. Et j'ai raconté, sous mon nom, alors que personne ne connaissait en fait mon parcours, ce qui s'était passé, l'hospitalisation, les rencontres, les errances, voilà, tout ça je l'ai raconté. Donc j'ai fait mon Mading Out sous mon nom. Alors mes personnes de ma famille m'ont dit: tu vas vraiment l'écrire sous ton nom, tu vas le publier sous ton nom? Bon, oui, parce que sinon ça n'avait pas de valeur. Et du coup, j'ai commencé à entendre parler de la père aidance professionnelle et des formations qui existent pour être père aidant. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler avec les associations aussi, les associations de proches et d'aidants, l'UNAFAM qu'on a vu, et puis Collectif Schizophrénie, enfin d'autres, et qui m'ont dit: mais tu sais, toi, ton témoignage, ça peut servir. Et tu peux, ça s'appelle la père aidance, tu peux aider d'autres personnes, donc c'était il y a 6 ans déjà, et tu peux te former. Donc j'ai commencé, déjà, comme ça s'était passé entre 20 et 25 ans, mes troubles, bon, les études, c'était loupé. Donc j'ai commencé à me former. J'ai pas repris mes études, mais j'ai démarré mes études à l'âge de 48 ans à peu près. Effectivement, ça a été très riche. L'enseignement qui a été proposé, je m'y retrouvais totalement. Et c'était pour moi, personnellement, très instructif et très... enfin, ça avait un sens, quoi. Voilà, enfin. Et je pouvais, en tout cas, me servir dans ma pratique de l'empathie dont je ne m'étais jamais servi dans toutes mes années où j'étais en poste, parce que déjà, enfin, voilà. Et du coup, j'ai commencé à apprendre à faire mon métier. Et pour vous expliquer maintenant ce métier que je fais depuis 5 ans, il y a eu une vraie évolution. Hein. C'est pas... Quand je suis arrivé en poste, il y a eu toute une évolution, il y a eu une formation des équipes. Ça, je ne sais pas si on en a... Enfin, on n'a pas forcément parlé, mais quand le médiateur santé père, quand le père aidant arrive en poste... donc là, moi, je suis dans l'équipe soignante, je suis passé de l'autre côté. On m'a dit, quand j'ai accompagné les personnes, tu es passé de l'autre côté, tu n'es plus du côté des usagers, tu es passé dans l'équipe soignante. Donc il faut expliquer, en tout cas... moi, je fais mon métier de manière, avec mon savoir expérientiel, de manière très horizontale. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Et c'est là où je dis, quand on travaille en tant que père aidant avec les équipes, ce qui est génial, ce qui se passe petit à petit, quand on nous fait confiance, quand on peut faire correctement son travail, c'est que les équipes aussi sont parfois tentées de faire ce Mading Out, parce que ça arrive aussi, ça c'est assez intéressant. C'est-à-dire que quand on travaille en position, pas position horizontale, mais en horizontale, on travaille, on n'est pas du tout, on dit pas ce qu'il faut faire. On n'a pas cette position de soignant en disant voilà comment il faut faire, parce que ça marche pas ça. Ça, on est bien d'accord que ça marche pas. D'expliquer aux usagers comment ils vont se rétablir, c'est pas comme ça que ça marche. Mais quand on arrive en disant bah écoute, moi, il y a des trucs et astuces, on va les partager. Toi, tu as sûrement des trucs sur ton rétablissement. Il y a sûrement par rapport au traitement, par rapport aux effets secondaires du traitement, bah, on peut en parler, on va échanger ensemble. Moi, tu vois, il y a des trucs qui marchaient, des trucs qui ne marchaient pas. Donc en fait, on va avoir... Moi, donc, je fais partie de groupes d'éducation thérapeutique du patient, comme vous avez évoqué, ou de psychoéducation. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille avec l'empowerment des patients, avec le pouvoir d'agir, où en fait, on va collaborer avec les patients en tant que père aidant en disant il y a des trucs et astuces, il y a des trucs en tant que père aidant, chacun, toi tu es arrivé avant au Clubhouse, et ben, je vais te montrer un petit peu par quoi je suis passé, peut-être je vais faciliter les choses. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une connivence, peut-être une confiance qui va se créer, et on va arriver plus vite peut-être à des choses dans le rétablissement des personnes en tant que père aidant. Voilà, ce qu'on apporte, c'est qu'on va accélérer peut-être le mouvement du rétablissement pour les personnes. Parce qu'on sait, parce qu'on connaît l'hospitalisation. On va dire, bah oui, moi des fois je fais des interventions en intra-hospitalier. Je dis, bah oui, moi j'étais là. Je sais que le temps, il passe pas de la même manière quand on est à l'intérieur que quand on est à l'extérieur. Voilà, qu'on peut déjà parler rétablissement alors qu'on est en crise ou en... Voilà. Bon. J'ai fait un peu vite, non, je ne sais pas si j'ai tout abordé, mais en tout cas, c'est un métier qui est passionnant, qui n'est pas si facile que ça, parce qu'il faut avoir beaucoup de recul, il faut avoir quand même une introspection, il faut savoir
pour soi-même son parcours, c'est pas si simple. Moi, j'ai des collègues, déjà, on forme une communauté au GHU, on est presque une dizaine, donc c'est vachement intéressant. On parle de nos pratiques, on s'entraide, nous aussi, parce que c'est pas si simple. Parce que parfois, il y a des équipes dans lesquelles on arrive qui sont pas forcément super bienveillantes. Je pense qu'il faut le dire aussi, hein, c'est pas... Et puis, c'est dans son parcours, est-ce que ça correspond au bon moment dans le parcours, quand on fait cette licence, quand on va s'engager, quand on va utiliser ce savoir expérientiel, ça va pas être quelque chose où on va tout déballer. Au contraire, on va parler de choses intimes qui vont enrichir le propos. Donc tout ça, en fait, c'est un métier. Voilà ce que je veux dire. C'est pas si simple, mais on apporte, je pense, pas mal de choses aux usagers. En tout cas, je pense que peut-être qu'on accélère un petit peu leur établissement. Enfin, en tout cas, on le souhaite, quoi. Merci Stéphane. Eh bien, vous me donnez beaucoup d'émotions. Donc j'en suis désolée et j'en suis ravie. Voilà. Ça montre que c'est possible. Et comme Marie-Aude, vraiment merci d'avoir fait ce pas vers nous, là où on doit accélérer le pas vers vous. Carmen, comme le GHU, vous avez intégré Nicolas Mani, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, qui est aussi père aidant professionnel, comme Stéphane, qui nous a accompagnés aussi dans nos travaux de réflexion. Donc je le remercie à distance, même s'il ne pouvait pas être là. Vous avez mis en place donc, également la paire aidance. Donc on n'est pas dans la même structure, à nouveau. On n'est pas dans le soin. Dans votre structure, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller? Parce que, alors, je tire la pelote de toutes ces expériences qu'on vous partage. C'est aussi parce que nous, on a cette conviction dans le groupe. Alors je dis nous, je vous j'embarque l'autre table ronde, j'embarque le FIP. Pour le DTH en tout cas, mais on a cette conviction qu'il y a encore des choses qu'on peut faire, il y a encore des leviers d'action, il y a encore des personnes qui ont leur rôle et leur place dans ce parcours de rétablissement et dans cette insertion dans l'emploi. Et vous avez cette expérience puisque vous l'avez mis en place au CEAPSI et j'aimerais que vous partagiez avec nous cette expérience et vos conseils. Oui, donc Nicolas Mani n'a pas pu être aujourd'hui avec nous, mais il s'en excuse. Il est très demandé, donc ce matin, il est en train de sensibiliser un peu plus de 150 personnes sur le champ de la santé mentale. Donc vous voyez, c'est important aussi qu'il soit occupé. Et voilà, je vais être un peu son porte-parole. Mais pour vous dire que le Centre aux ressources troubles psychiques Île-de-France, donc le CEAPSI, n'est pas un lieu justement du sanitaire. C'est un lieu qui est destiné à toute personne qui souhaite avoir des informations, des ressources en santé mentale, qu'elles soient concernées par des troubles psychiques, que ce soit des aidants, que ce soit des professionnels de tous bords qui souhaitent avoir des informations et des ressources. Et c'est très important ces ressources puisque bien souvent quand on s'interroge sur la santé mentale, les troubles psychiques, le handicap et tout ce qui concerne tout ce que nous avons partagé ce matin, eh bien souvent il y a beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de préjugés, il y a de la stigmatisation. Donc c'est important aussi d'avoir des conseils, une écoute avisée. Et je pars du principe que déjà quand on est dans l'écoute, quand on est dans un accueil inconditionnel, eh bien c'est déjà un démarrage d'un soin. On prend soin des personnes et ça c'est déjà important. Quand j'ai pris mon poste il y a un peu plus de 4 ans maintenant au CEAPSI, il m'a semblé incontournable de collaborer avec un père aidant professionnel. Donc un professionnel, c'est pas un malade, c'est un professionnel qui est certes concerné par des troubles psychiques, mais qui en a fait son métier, donc qui s'est formé, qui va pouvoir être opérationnel et qui va pouvoir apporter une plus-value aussi dans le parcours en santé mentale et va aussi beaucoup apporter aussi aux équipes, et bien en premier lieu, bien sûr, l'équipe du CEAPSI. Donc nous, quand on a commencé à réfléchir à intégrer un père aidant professionnel, eh bien, il a fallu de la préparation parce que on ne savait pas tous, on n'avait pas tous les mêmes notions sur la paire aidance, sur le rétablissement, sur le champ du handicap. Donc on s'est posé ces questions-là à bâton rompu. Ça a permis aussi de casser un petit peu aussi les représentations qu'on pouvait avoir. On s'est vraiment renseigné
Et puis, progressivement, on a eu la chance de pouvoir faire connaissance avec un postulant qui se formait comme Stéphane, formation et emploi en même temps, ce qui fait qu'on a pu cheminer ensemble. Donc si j'avais quelques mots à dire, à partager, c'est de travailler sur toutes les zones d'incertitude. Ces zones d'incertitude, elles sont très importantes. Même si on peut penser à une fiche de poste, à un métier à part entière, eh bien, on fait aussi avec là où on est, les personnes, les compétences des personnes avec qui on travaille, et puis aussi accueillir la personne, prendre le temps d'accueillir la personne, de lui poser les questions dont on a parlé ce matin, les conditions de travail, ce qui peut être important pour cette personne, ce qui peut être aussi compliqué. Donc vraiment faire connaissance de professionnel à professionnel, sans être vraiment sur l'axe du handicap. Nous, on sait vraiment, moi j'ai beaucoup insisté auprès de l'équipe en disant attention, on n'est pas là pour parler handicap, pathologie, traitement. On a en plus la chance que Nicolas soit aussi dans la boucle de l'emploi accompagné. Donc ça aussi, ça a énormément facilité son intégration parce que lui, ça l'a rassuré. Il pouvait aussi parler de ses questionnements, de ses appréhensions, de tout, de plein de choses, en dehors aussi de l'employeur. Donc ça facilite aussi, ça décontracte un petit peu son inclusion. Pour nous, ça a aussi été un apport important puisqu'on avait aussi un interlocuteur extérieur qui a pu nous accompagner aussi sur l'emploi accompagné. Qu'est-ce que c'est qu'un job coach? Est-ce que ça va être quelqu'un qui va être très intrusif dans notre pratique, qui va nous demander de changer nos habitudes? Donc tout ça, c'est aussi des petites questions et réticences qu'on pouvait avoir. Donc là, on s'est un peu conformé tout au long de cette intégration. Et puis je dirais qu'après l'intégration, elle évolue. Et ça nous a permis rapidement de se dire, eh bien là, Nicolas a des compétences et il va pouvoir aussi lui-même assurer une permanence d'accueil et d'information. Donc tous les matins où il accueille le triptyque dont je vous ai parlé. Ce sont souvent des employeurs qui maintenant prennent contact avec Nicolas pour se dire, ben voilà, moi je repère une personne dans mon équipe qui semble avoir des difficultés, je ne sais pas comment appréhender les choses, je suis manager, j'ai pas forcément de formation, de sensibilisation à ça, je voudrais pas blesser la personne, je voudrais pas stigmatiser la personne, comment je pourrais aborder un petit peu ce sujet sensible, comment je pourrais aussi dynamiser mon équipe autour de tout ça, parce que j'ai peut-être un projet aussi autour de l'intégration d'une personne concernée. Donc vous voyez, Nicolas, le fait d'être formé, d'être concerné par le biais de son témoignage, par le biais de toute sa boîte à outils, il permet de donner de l'espoir, il incarne aussi les problématiques de santé mentale en donnant de l'espoir, en parlant du rétablissement, en disant qu'aussi le processus de déni, par exemple, parce que ça c'est vraiment une grosse problématique qu'on rencontre tous les jours, eh bien le déni il est constitutif aussi d'un parcours de santé mentale. Donc c'est aussi une résistance, mais c'est une résistance qui peut être positive aussi. C'est parce que la personne elle a la volonté de s'en sortir. Donc elle essaye aussi de trouver des leviers pour faire comme si ça va bien. Elle essaye aussi de ne pas forcément partager ça avec tout le monde parce que c'est des fois difficile aussi d'être jugé. Donc vous voyez, cette dimension de la pérédance, c'est un apport quand il est vraiment professionnel comme celui que nous avons dans notre collaboration. Il a un apport pour les entreprises. On intervient avec Nicolas auprès de nombreuses entreprises pour parler de santé mentale, de père aidance, l'apport de l'intégration de père aidant professionnel. Et puis je dis toujours au CEPSI, on a ce service après-vente puisqu'on fait nos sensibilisations, mais après vous pouvez revenir vers nous individuellement, par téléphone, par mail, en visio, vous pouvez venir nous voir. Et là on va essayer de voir avec vous en fonction des questions que vous vous posez, des situations que vous rencontrez, comment on peut vous aider aussi, vous apporter un petit plus et surtout vous donner des ressources parce qu'il en existe de plus en plus et ça c'est formidable, pas encore assez, sur les ressources sur votre territoire et comment vous allez pouvoir peut-être aider par des acteurs associatifs, des acteurs de santé, des acteurs municipaux dans votre développement de projets ou de difficultés ou de ressources que vous voulez avoir individuellement et collectivement. Merci Carmen. Alors,
on voit, hein, comme pour la première table ronde, les échanges sont extrêmement riches et ils sont assez source d'éveil, je trouve. Enfin, en tout cas, pour moi et toute l'équipe qui a travaillé autour de ce projet. On comprend mieux maintenant la valeur et le rôle à la fois du savoir expérientiel et de l'apport. Et donc c'est vrai qu'on voit en quoi l'expérience, finalement le savoir expérientiel peut être constitutif d'un métier, peut-être d'un nouveau rôle dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap ou ayant des troubles psychiques. Donc voilà, nous c'était un des enseignements qu'on a essayé de partager ce matin, et je vais laisser Maëlys clôturer cette table ronde, peut-être avec toutes les réflexions qui sont ressorties des réunions préparatoires et qui ont tourné autour de la pérédance, mais pas que, mais sur lesquelles on va se pencher et focaliser sur la pérédance. Je te laisse, Maëlys. Merci Estelle. Oui, on a vu à travers cette table ronde et puis les travaux préparatoires que l'accompagnement que peut proposer un employeur, des agents en situation de handicap psychique, il peut être considéré comme une valorisation des compétences des personnes en situation de handicap. Et cette valorisation, elle peut être accompagnée par le FIPHFP, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment, il y a des conditions à respecter. Le dispositif de père aidance, on voit que ces conditions, ça passe par le fait qu'on ne peut pas s'improviser père aidant. Le père aidant, c'est une personne qui a suivi une formation, d'une part, et le dispositif de père aidance, il s'inscrit pleinement dans la politique emploi et handicap que mène l'employeur. Le père aidant, il va avoir une part pleine et entière dans, par exemple, la cellule de maintien en emploi. Il va collaborer avec le référent handicap, avec le service de santé au travail. Bref, il va être intégré au dispositif de la politique emploi et handicap. Et cette politique emploi et handicap, je le rappelle, on l'a déjà dit, il y a des acteurs internes, mais il y a aussi des acteurs externes qui vont tous être mobilisés pour le recrutement et le maintien en emploi des agents en situation de handicap. Quand on a monté donc cette table ronde, quand on a fait les travaux préparatoires, on a essayé de réaliser l'ébauche d'une fiche métier sur les compétences attendues pour un père aidant. On a donc bien distingué d'une part le père aidant handicap psychique interne à la structure, donc qui serait agent de la structure, du père aidant handicap psychique extérieur. Mais dans tous les cas, on a voulu dresser les compétences attendues. Et pour en citer quelques-unes, il y avait par exemple le fait que le père aidant permettait d'échanger sur des problèmes rencontrés en emploi pour rompre l'isolement. Il pouvait proposer des ressources pour les agents aux différentes étapes de son parcours professionnel. Il était là pour contribuer au travail pluridisciplinaire sur la prise en compte du handicap, ses conséquences. Il était là pour orienter vers les ressources et les dispositifs. On l'a dit et redit, mais c'est vraiment important. Il est là pour sensibiliser aux problématiques de santé mentale. Et puis, il était enfin là, je dis enfin, mais c'est une première ébauche, pour aider à la prise de conscience des troubles ressentis. Donc voilà ce qu'on a pu mettre en œuvre lors de cette table ronde et les travaux préparatoires. Et c'est un sujet, cette père aidance, sur lequel le FIPHFP se penche et souhaiterait accompagner. D'ailleurs, si un employeur souhaitait mettre en place ce dispositif de père aidance avec les conditions qu'on a pu souligner au début, le FIPHFP pourrait l'accompagner sur l'axe innovation lors d'un conventionnement ou d'un reconventionnement entre l'employeur et le FIPHFP. Merci Maëlys. Alors c'est vrai qu'on a rédigé, modélisé et rédigé un peu plus que les compétences. On pourra le mettre à disposition une fois qu'on aura fait valider l'ensemble de nos travaux. En tout cas, merci à tous pour vos témoignages. Vraiment, merci d'avoir participé à tous ces travaux ces quelques mois durant. J'espère que pour le public, ça aura donné de l'appétence et l'envie d'agir, puisqu'on a vu que c'était important. Donc merci à vous, et je vous invite à retourner à vos places après avoir été applaudis chaleureusement.